Ce studio tour, c'est une première puisque l'on va voir deux compositeurs de musique à l'image, Clément Barbier et Valentin Marinelli. Ça se passe à Paris, dans une cabine conçue par Red House Acoustics. C'est hyper joli. Et autre chose inédite dans ce studio tour, c'est qu'on a enfin du matériel en démo. À la demande générale, on va donc écouter ce dont on parle, en l'occurrence deux instruments de musique. Cette vidéo ne serait pas possible sans Lalal, le sponsor de cette vidéo. Ils m'ont un peu sauvé la mise, j'ai eu des problèmes de captation sonore à certains moments, avec des frottements de vêtements sur mes micro-cravates de mes interviewés. J'ai testé plusieurs outils, et j'ai choisi Lalal qui est basé sur l'intelligence artificielle. Ils sont très connus pour leur séparateur de stem qui est l'un des meilleurs du marché, mais là c'est leur outil de restauration de la voix que j'ai utilisé. Il m'a été hyper utile, je vous fais écouter un extrait. Vas-y, commence. Ça déjà c'est un truc assez cool. Vas-y, commence. Ça déjà c'est un truc assez cool. Pour un outil automatique, ça marche donc très très bien. Si vous voulez tester Lalal, je vous laisse un lien affilié en description. Je vais toucher une commission sur chaque inscription, même si vous ne prenez pas d'abonnement payant. C'est donc l'occasion pour vous de tester gratuitement leur séparateur de stems ou leur outil de restauration de la voix. On remercie donc chaudement Lalal de soutenir la chaîne. Sans plus attendre, je vous laisse à la découverte du studio MBC à Paris. Salut Valentin et Clément. Salut. Merci de me recevoir dans votre studio, presque tout neuf. Ça fait quoi, 3 ans que vous êtes là? Vas-y, 3 ans, ouais. Et on est encore dans une cabine Red House, donc ça fait encore un studio tour en cabine Red House, il faut dire que c'est très joli. Et vous êtes donc compositeurs tous les deux. C'est ça, compositeur de musique à l'image essentiellement. Ouais. Une particularité, c'est que vous travaillez tous les deux ensemble. Ouais, C'est ça, dans cette pièce. Alors qu'est-ce que vous avez fait récemment d'ailleurs comme travail Récemment, là, on a eu une série qui s'appelle Insomniac, qui était au Festival de La Rochelle, qu'on a été représenté avec toute l'équipe il y a une semaine. Une semaine, oui. Comme projet majeur, il y avait le film sur Notre-Dame, un prime France TV. Il y a Voilà, 2 ans. film assez important. Quoi d'autre? Pas mal de documentaires, Pas pas mal mal, de de documentaires. courts-métrages, Film d'animation aussi. pour les Gobelins entre autres, et puis Ouais. des expositions. Exposition à Milan, une exposition à Shanghai l'année dernière, voilà. Est-ce que vous nous parlez un peu de la cabine rapidement, et puis après on parlera un peu de votre façon de travailler Ouais. sur l'ordi. Donc déjà le Écoute. plus évident, on est dans une pièce plutôt petite, Ouais. mais bon pour Paris c'est assez standard. Ouais, c'est ça. Et je crois même que vous êtes dans une pièce plus grande que la plupart des compositeurs. Oui, je crois qu'on a de la Paris. chance à ce niveau-là. Ouais, ça on est va. pas mal. Là, sur la totalité, on a 30 mètres carrés. Sur la régie, on va dire qu'il y a, je sais pas, il doit en rester peut-être 10-12. Ah, peut-être Maxi. un peu plus. Et vous avez aussi une petite cabine de prise derrière. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on va la visiter? Ouais, on Ouais. peut aller la voir. On passe par un petit sas. Donc une jolie cabine voix, mais aussi instrument. C'est ça. Et alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors pourquoi vous avez une petite cabine en plus? Et ben surtout on enregistre des instruments solistes, hein, pas mal de voix, de temps en temps du violon, beaucoup, guitare, en fait tout ce qui... on privilégie quand même beaucoup l'enregistrement acoustique aux instruments virtuels quand on le peut et quand on en a les moyens, quand C'est on ça. a suffisamment de moyens pour embaucher des instrumentistes. Donc cette cabine-là nous permet quand même de travailler dans un environnement qui est sain, qui est traité acoustiquement et qui nous permet quand même de recréer des... on aime bien recréer par exemple des quatuors à partir de pas grand-chose, donc d'instruments solistes. On a un violon baryton ici, un violon... Vous faites plusieurs prises. Ouais, C'est ça. Ok. on superpose les prises, donc on triche un peu. Mais là, cette cabine-là nous le permet. Elle est quand même suffisamment neutre acoustiquement pour qu'après on joue avec les reverbs et qu'on puisse recréer des grands espaces si besoin, ou garder des espaces tout petits quand ça s'y prête. C'est qui fait le nerf de l'enregistrement ici? C'est C'est plutôt Clément. moi le nerf Ouais, d'enregistrement. Complètement Clément. Ok. Et vous faites un peu de voix aussi, de voix off, des choses Ouais, on comme fait Ouais, ça nous arrive, de ouais. temps en temps. Ouais. Ouais, ouais. Ok, super. On retourne dans la pièce Mhm. principale. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de votre méthode de travail? Alors, vous composez surtout sur ordi, c'est ça? Mhm. C'est ça. Nous, le 3/4 du temps, on s'assoit respectivement Chacun nos sur nos places. fauteuils Et on tire ça. et on sort notre petit clavier magique, voilà, qui nous permet de contrôler un peu tout, Quand même l'outil tous nos VST et notre piano témoin pour commencer à composer. Voilà, c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps. Et ensuite, dès qu'on a besoin, on passe en cabine pour
pour enregistrer des... on passe souvent assez vite en cabine aussi pour même chercher des idées. On aime bien chercher directement sur les instruments et pas forcément poser des maquettes de tout virtuel. Il y a quand même un passage par l'organique, si je puis dire, qui est assez rapide et important dans la recherche de textures, de sons, parce que la musique à l'image, c'est aussi beaucoup ça. Il y a de la musique à l'image qu'on fait, nous, c'est quand même beaucoup de textures. Essayer de beaucoup détourner les instruments acoustiques, donc il y a un travail très vite sur la matière, en fait, qu'on peut pas réellement retrouver avec du VST, enfin, en tout cas, qui est différent. Donc on préfère l'approche directe. Ouais, c'est ça. On est toujours à la recherche de textures sonores. Ouais. Voilà, c'est souvent notre point de départ qui nous permet de soit trouver des mélodies, soit des couleurs, mais ça va être souvent les textures. Ok. Est-ce que vous avez un peu un travail de mixage ou à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui vient derrière vous? Non, on mixe tout nous-mêmes. L'avantage de la pièce, c'est qu'elle est traitée acoustiquement et puis on a des super speakers pour ça aussi. On a les petites ADAM qui nous permettent de contrôler sur un système un petit peu plus restreint, ce qu'on fait souvent, ce qui est assez complémentaire en fait. Et on mixe tout nous-mêmes. On a un super son ici, on commence à bien connaître la pièce. Ouais. Donc plutôt content des mix qui en ressortent. Après voilà, s'il y a vraiment besoin ou s'il y a des trucs vraiment trop demandants, ça peut être mixé à l'extérieur, mais bon le studio est quand même fait pour ça aussi en fait. Il a été fabriqué pour pouvoir mixer, faire des rendus très pro, quoi. Vous me parlez de quelques machines que vous avez? Ouais, alors il n'y en a pas énormément, ça se situe ici essentiellement. Donc tout passe par la Apollo 8 en fait, qui est la carte d'acquisition. Et on passe par un préamp qui est un Universal Audio 1.61-76 du coup. Qui marche très bien pour ce qu'on a à faire en fait, parce qu'il y a une réserve de gain suffisante. On utilise aussi souvent un micro à ruban, un Coles. Ouais, c'est ça. Et voilà, on passe l'un ou l'autre dans le préamp. On a le petit patch ici qui nous permet d'un petit peu toutes les possibilités au niveau de routing. C'était ce qu'on voulait être, pouvoir faire un petit peu ce qu'on voulait au niveau du routing, parce qu'on a aussi par exemple la machine ici dans laquelle on passe de temps en temps. Alors vous l'utilisez comment cette machine? C'est plus, on l'utilise vraiment comme un outil esthétique pour essayer parfois de salir le son, pour expérimenter un petit peu, par exemple sur des synthés virtuels ou des trucs comme ça qui peuvent manquer un peu de vie, mais encore que il y a aussi des VST, des plugs qui permettent ça. Et au niveau du traitement analogique du son, c'est à peu près tout ce qu'on a en fait. On n'a pas besoin d'énormément parce que c'est quand même, on bosse beaucoup dans la boîte, et c'est essentiel de notre travail. On a quand même besoin de rester très... on nous demande beaucoup de modifs en musique à l'image, il y a beaucoup de retouches à faire, donc on ne veut pas être trop limité et que notre son soit trop marqué ou devoir repasser sans arrêt par les machines. Donc on a besoin de flexibilité beaucoup, d'où aussi le contrôle à vide ici, qui est quand même plus simple que si on passait par une console analogique, même si ça fait toujours rêver de passer par une console analogique. Mais là, on s'en sert... on a beaucoup d'automation à faire, beaucoup de suivi. On fait vivre aussi énormément la musique. On mixe avec les dialogues très tôt. En fait, quand on reçoit un film, on compose la musique beaucoup avec les dialogues et le son ambiant. Et donc, tout ce matériel nous sert aussi à nous adapter à ça. En fait, c'est beaucoup de flexibilité en fait. Ok. Donc la Avid utilisée au quotidien. Ouais. Vraiment, ouais. C'est vrai que là, du coup, il y a une Avid dock, il y a 2 S1 et 3 tablettes pour venir en complément de tout ça. Et on utilise aussi pas mal ce petit boîtier qui nous sert à faire nos automations sur les VST, qui est assez pratique, qui s'appelle Nuance, très pratique, puisqu'on peut l'assigner très facilement à tous les canaux MIDI. Alors typiquement, vous allez automatiser quoi? Ça va être par exemple, dès qu'on utilise des VST en corde, ça va être pour tout ce qui est la modulation, le vibrato qu'on est en train de jouer. Okay. Donc ça nous permet de donner un peu de vie et de relief. Et ça nous évite de repasser constamment derrière. Du coup, ça contrôle, il me semble, le gain de l'instrument, la modulation et le vibrato. Tout simplement, et ça permet quand même de donner direct un peu de vie plutôt que ce soit tout plat et qu'ensuite on fasse nos courbes d'automation une à une. Bon là évidemment j'ai bougé les 3 d'un coup parce que je savais pas trop quoi jouer, mais généralement dès qu'on a plutôt un thème prévu, jouer, on va contrôler en fonction comme si on jouait sur un vrai instrument.
Super. Voilà. Et puis sinon, on a ce petit Doepfer LMK2 qui nous sert de clavier maître, bien pratique, qui nous plaît bien. C'est un toucher lourd, un peu plus proche d'un vrai piano, donc c'est assez agréable. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a pu oublier? Ouais, les enceintes, c'est 2 PSI A21, il me semble. Les enceintes de complément, c'est des Adam A3X. Et sinon, en contrôleur de monitoring, on a le héritage audio RAM 5000, qui est assez pratique, voilà, avec les petits clics pour savoir où on en est. Et non, c'est assez cool, même. Nous, on a souvent des réals qui viennent nous voir. Et il y a une fonction qui est assez cool, qui est d'activer le Bluetooth. Et du coup, dès qu'ils ont envie de nous faire écouter des sons qu'ils ont sur leur téléphone ou sur leur ordi, on peut directement écouter sur les enceintes. C'est l'équivalent de la prise mini jack dans certains studios. C'est ça, le plus rapide. Voilà, en plus rapide. On arrête de la chercher, quoi. Et puis après, sinon, c'est pas mal d'instruments. Vas-y, commence par ça déjà, c'est un truc assez cool. C'est César Sakellarides qui fait ça, qui est un excellent luthier. C'est un violon baryton. C'est son père André qui avait relancé cet instrument, qui est un vieil instrument, mais qu'il a réadapté sur une forme plutôt ergonomique. Et en fait, ça nous permet d'avoir un violon qui est une octave en dessous. Et du coup, ça nous permet, en fait, grâce à ce violon baryton et l'autre violon que je vais aller chercher juste derrière, ça nous permet, avec ces deux instruments, de simuler un quatuor à cordes avec deux instruments. Donc ça, c'est hyper pratique pour nous. Ça va chercher quand même des bons graves par rapport au violon, et ça c'est quand même très cool. Voilà pourquoi ça te permet de simuler un quatuor? Parce qu'en fait, à 4 notes près, on a le registre du violoncelle, donc il nous manque juste 4 notes pour l'avoir, et sinon on couvre le registre de l'alto, et le violon 2 et le violon 1 sont couverts par ce violon, donc c'est hyper pratique. Après, c'est des petites astuces de mix pour Clément. On fait aussi des doublures, donc avec celui-là, parfois on va doubler aussi le violon avec celui-là. Ce qui donne aussi le son d'un quatuor, c'est le fait d'avoir des instruments différents, avec des instrumentistes différents. Donc on essaie de les jouer un peu différemment pour ajouter l'épaisseur et le grain que peut avoir un quatuor. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, c'est principalement des guitares banjo. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Alors là, il y a une Gibson S335 qui est une guitare que j'ai depuis un petit moment et qui est quand même très très polyvalente, donc qui nous sert beaucoup dans plein de contextes en fait. Un banjo fretless, donc qui est une tannée à jouer. Ouais. Et qui souvent on triche et on le désaccorde dans la tonalité qui nous arrange pour pas avoir à faire trop poser nos doigts en fait. Donc c'est vraiment de la triche. C'est-à-dire en open chord il est déjà. Oui. Ok. Là, je sais plus en quoi il est, mais la plupart du temps effectivement on l'accorde en open chord. Une basse, voilà, qui est une basse choir, tout ce qui est de plus basique. C'est une Jaguar basse, je crois. Une petite guitare classique qui pareil, c'était à toi, c'est ça, celle-là, donc qui est vieille, mais qui sonne. Ouais, qui fait le taf. Et une autre guitare électrique qui est une Gibson, qui est une Epiphone Les Paul, celle-là, et surtout une guitare baryton, donc qui est pareil, on aime bien les instruments barytons, qui est entre la guitare et la basse, et celle-là on s'en sert pas mal aussi pour des effets, pour trouver d'autres textures qui sont un petit peu plus sombre, on aime bien détourner, la faire passer dans plein d'effets, c'est en général assez beau et assez efficace. Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais que ce soit pour les cordes frottées, donc violon et le baryton, et pour les guitares, on passe notre temps à détourner les sons et à les changer un petit peu. Donc c'est vrai que très souvent, il y a des cordes qui vont être utilisées dans nos morceaux, et puis on
les reconnaît pas forcément. Ouais. On aime bien qu'un instrument mélodique devienne vraiment une texture sonore, un son de fond, plus qu'un instrument mélodique. Et voilà, essayer de retourner, pareil, justement enregistrer des sons d'objets et essayer de créer une mélodie avec. Voilà, on aime bien essayer de détourner les sons. Et puis là, il y a une petite mandoline, avec une guitare acoustique Yamaha, une mandoline, dont on s'est servi un petit peu récemment sur des documentaires. Tu nous en joues un peu? Waouh, alors là, je peux... Alors c'est pas trop mon instrument, hein. Désolé à toutes les personnes qui jouent bien de la mandoline. Mais c'est pareil, on triche un peu, on se débrouille, c'est un espèce de petit laboratoire ici, où on se débrouille avec les instruments. Un petit accordéon, et puis cette guitare là, voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a aussi le kalimba. Le kalimba ici, dont on se sert aussi. Enfin, tout a une fonction, tout a déjà servi dans un film. La batte de baseball. Alors la balle de baseball. La balle de baseball, elle est là juste parce que j'ai eu la chance à Los Angeles lors d'un match d'attraper la balle du match. Donc j'emmène partout avec moi. Ah, elle fait pas de son, je suis déçu. Voilà, et puis on a nos petits shakers qui sont aussi dans la cabine qu'on utilise, nos claves et voilà, tous ces petits instruments. Sinon, niveau micro, tu disais, on utilise pas mal le Coles, voilà, qui marche notamment très bien sur les cordes, qui vient donner pas mal de chaleur, un truc un peu plus renfermé, un peu plus doux, et qu'on utilise en complément du 87, ce qui est quand même qu'on utilise surtout et qui fonctionne surtout. Hein. Il y a peut-être des puristes qui diront que non, mais c'est vrai que nous on s'en sert sur la plupart des instruments qu'on enregistre et on en est quand même très satisfait. Toujours la précision qui nous amène nous va très très bien. Ouais, ok. C'est quoi le prochain achat ici? Je disais peut-être un nouveau préamp. Non, un nouveau préamp peut-être pour... Ouais, pour pouvoir... C'est vrai que quand on utilise simultanément le Coles et le U87, on est obligé de passer par un des préamps de l'Apollo. Peut-être qu'un deuxième préamp effectivement... Ah, il manque du gain ? Il est un peu juste, on est souvent à fond sur le préamp de l'Apollo et du coup, il y a un truc avec un peu plus de punch pour le micro à ruban notamment, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et c'est quoi la suite? Est-ce que vous avez des beaux projets là, qui sortent prochainement? Là, on a des projets plutôt chouettes. Il y a une pièce de théâtre qui est actuellement... Qui tourne en ce moment, qui est au Théâtre du Funambule, qui s'appelle Conte de Fées. On a aussi une série documentaire qui devrait bientôt sortir, qui s'appelle Peuple Racine sur Arte. On a fini aussi un court-métrage qui devrait bientôt tourner en festival. Il y a des projets dont on ne peut pas trop parler. En cours, dont on n'a pas le droit pour l'instant de on a parler. signé des clauses. Il me semble que c'est l'essentiel. Il y a d'autres trucs à sortir, mais je les oublie forcément, parce que parfois on travaille sur des trucs il y a 6 mois et qui ne sont pas encore sortis forcément. Donc... Non, puis il y a la saison 2 d'Insomniac qui va arriver probablement à partir de décembre. Ça, on peut en parler parce que c'est officiel. Pas de souci. Voilà. Super. Voilà. Merci Valentin et Clément. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. À la prochaine. Salut.